Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. De temps en temps, il se passe des choses en Amérique quand même, hein. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. D'ailleurs, c'est imbécile. On ne faut pas généraliser. Il y a des choses fabuleuses en Amérique et des choses qu'on peut effectivement détester. Mais là, ça devient très intéressant. C'est quoi? Évidemment, vous en avez peut-être entendu parler, pas partout. Le silence est encore assourdissant. Le fameux ordinateur portable, le laptop de Hunter Biden, donc le fils du président de la République, Joe Robinette Biden. Bonjour Alexis Cossette-Trudel. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour et heureux de vous recevoir. Vous êtes l'un des polémistes, journalistes les plus connus du Québec. Vous avez Radio-Québec. On vous a déjà reçu il y a quelques mois ou quelques années. D'ailleurs, oui, c'est vrai que ça remonte. Pour effectivement un certain nombre de choses qui se passent dans votre cher et doux continent. D'ailleurs, le nôtre aussi, il est devenu aussi cher que doux, comme chacun sait. Alors, qu'est-ce qui se passe très exactement, Alexis Cossette-Trudel? Alors, ça y est, c'est sorti, on en parlait depuis longtemps, nous-mêmes, on en a parlé il y a 3 ans. C'est sorti, les 10 000 photos, documents, etc. Et sont sortis, sont accessibles sur les sites, sur un certain nombre de sites. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a dedans, il faut rappeler rapidement, et qu'est-ce que ça provoque? En fait, qu'est-ce qu'il y a dans le portable de Hunter Biden? On avait déjà vu la plupart des photos controversées, c'est-à-dire que on voit le fils du président des États-Unis avec des prostituées en train d'utiliser de la cocaïne, etc. Il y a toutes sortes de documents aussi sans importance, des photos de famille, des courriels, des cartes, des trajets. Et donc, la controverse ici n'est pas tant le contenu du portable qui est déjà... Excusez-moi, Alexis Cossette-Trudel, vous dites des prostituées, bien sûr, mais est-ce qu'il y a, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, est-ce qu'il y a des mineurs, etc., ou c'est quelque chose qu'on a ajouté, sans vouloir s'étendre sur la vie privée, mais est-ce qu'il y avait des mineurs? Non, en fait, c'est difficile de déterminer l'âge de certaines prostituées. Il y en a qui ont l'air très jeunes, mais on n'est pas capable de certifier l'âge des prostituées. On remarque cependant, sur ce point-là, une fixation d'Hunter Biden avec une fixation sur sa nièce Natalie Biden. Il y a énormément de photos de Natalie Biden qui commence à un très jeune âge, 6 ans, et on la voit dans certaines poses suggestives. On la voit dans le lit avec lui, avec un doigt dans la bouche, et donc, mais rien de... rien de pornographique, disons ça comme ça. Ouais. Alors vous me dites, oui, ce n'est pas ça le plus intéressant. Alors c'est quoi le plus intéressant en fait? En fait, c'est la censure médiatique. Il s'agit ici, ça signifie la mort du journalisme, puisque depuis 5 ans, 7 ans, on nous a présenté tout ce que faisait Donald Trump et même la famille de Donald Trump comme des controverses. On parlait de la quantité de coke diète que le président buvait. Donald Trump Jr. changeait la couleur de sa cravate et c'était dans les journaux, ça faisait controverse. Et là, maintenant, on a effectivement des photos compromettantes sur la famille du président des États-Unis et c'est l'omerta médiatique complète. Et il y a une censure tellement absolue sur cette information-là que les détenteurs de ces informations ont été obligés de créer un site indépendant pour diffuser l'information. Dans une démocratie saine, les médias auraient parlé de cette histoire-là, mais aux États-Unis, c'est censuré complètement et on est obligé de contourner la censure médiatique en produisant des sites Internet indépendants avec accès sur Twitter pour diffuser l'information. Et donc, selon moi, c'est ça la grosse nouvelle, c'est cette censure médiatique, mais qui ne s'applique pas seulement que sur le portable de Hunter Biden. Il y a quelques mois encore, le journal intime de la fille du président Biden, Ashley Biden, avait été rendu public. Oui. C'est-à-dire que dans un procès, c'est Projet Veritas qui avait rendu public le journal intime. On avait dit non, c'est un faux et finalement, en cours, elle avait reconnu que c'était bien son journal intime. Dans ce journal intime-là, elle disait qu'elle attendait tard le soir avant de prendre des douches parce qu'elle voulait éviter que son père entre avec elle dans la douche et elle disait qu'elle avait été agressée sexuellement à un très jeune âge. Et encore une fois, censure médiatique, on en parle, on protège le président Biden, que ce soit
au sujet des mœurs de son fils ou des allégations de sa fille, il n'y a rien qui transpire dans les médias et c'est ça réellement le scandale ici, alors qu'on a fait un traitement totalement inverse à Donald Trump. Oui, mais alors justement, Alexis Cossette-Trudel, comment vous expliquez cela? Parce que je crois me souvenir, corrigez-moi si je me trompe, que le premier amendement de la Constitution des États-Unis, c'est l'entière liberté d'expression. Alors, il n'y a plus de médias en Amérique, c'est quand même l'Amérique était toujours connue, notamment en Europe, et j'imagine encore plus au Canada, comme le havre, le temple, la Mecque de la liberté d'expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, c'est ça. Les médias ont, je sais pas, d'une certaine façon, les médias appliquent un double standard. Ils sont tous du même camp. Je rappelle qu'en 2016, lors de la présidentielle américaine de 2016, Julian Assange avait rendu public une liste de dizaines de journalistes les plus influents des plus grands réseaux, CNN, New York Times, etc., qui collaboraient littéralement avec la campagne d'Hillary Clinton. C'est-à-dire que les journalistes envoyaient leurs textes et leurs articles à la campagne Clinton pour approbation avant de les mettre à leurs journaux. Alors, vous comprenez aussi le double standard, c'est ça, ces attaques constantes contre Donald Trump pour un tout et un rien. Ici, c'est ça, c'est ce que j'appelle finalement la mort du journalisme. Le journalisme maintenant, il y a un sondage Gallup qui est sorti là-dessus, les Américains ne font plus confiance aux médias officiels. Les Américains se tournent de plus en plus vers les plateformes indépendantes comme Radio-Québec et comme d'autres, le journalisme citoyen, pour l'information, parce que nous, on parle de ces choses-là. Vous voyez, on parle du journal intime d'Ashley Biden, on parle de ces informations sur le portable de Hunter Biden, oui. Hunter Biden, et aussi, et ce n'est pas le seul portable, il y a aussi un deuxième portable qui est controversé, le portable d'Anthony Weiner. Et ces informations-là ne sont pas encore sorties. Rappelez qui est Anthony Weiner, Alexis. Oui, Anthony Weiner était un congressiste américain dans l'État de New York qui était marié à Huma Abedin qui était l'aide de camp d'Hillary Clinton. Le bras droit presque, enfin le cerveau droit d'Hillary Clinton, disait-on à l'époque. Exactement. Et donc, Anthony Weiner s'était fait arrêter pour pédocriminalité et la police de New York qui avait saisi son portable avait trouvé des informations sur son portable extrêmement compromettantes. Et des personnes comme Eric Prince, l'ancien directeur de la firme de mercenaires Blackwater, avait dit en entrevue à Breitbart News que les enquêteurs qui avaient vu les documents qui étaient sur le portable d'Anthony Weiner s'étaient mis à pleurer. C'était des enquêteurs chevronnés. Et sur les notes du FBI sur ce qui se trouvait sur le portable d'Anthony Weiner indiquait « Crimes against children », les crimes contre les enfants. Et donc, vous avez ce qu'on a ici sur le portable de Hunter Biden, c'est comme comment je pourrais dire, un prélude à ce qui s'en vient. C'est-à-dire que les médias ne couvriront jamais ce qui va se trouver sur des portables comme celui d'Hunter Biden ou Anthony Weiner, mais ils ont trouvé maintenant une façon de transmettre l'information au public. Et donc, on commence avec quelque chose d'assez soft, de controverser le portable de Hunter Biden. Et après, ça risque d'être beaucoup plus fort avec Anthony Weiner, c'est ça? Exactement. Et alors justement, ce que ça te dit, vous avez expliqué ce que ça te dit par rapport au public, etc. Mais par exemple, même pour continuer dans les médias américains, expliquer, même Fox News ne parle pas de ce qui se passe avec Hunter Biden? Fox News. J'ai fait une recherche Google sur Marco Polo, portable Hunter Biden, etc. Et la seule chose que j'ai trouvée sur Google, c'est un article de Yahoo News qui fait référence à un article de Fox News, mais c'est tout. Ah oui, c'est passionnant. C'est tout. C'est ça. Et alors, quid de la paire? Alors, il faut vous dire si c'est encore des rumeurs, si on ne sait pas, et vous le savez très bien. Nous ne pouvons vraiment affirmer que si c'est absolument prouvé, sinon non. Mais qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux biolabs, vous savez, aux laboratoires biologiques qui auraient découvert l'Ukraine? Parce que, on se rappelle, et là c'est un fait, nous avions diffusé, mais vous aussi, Alexis Cossette sur Radio-Québec, et puis beaucoup d'autres, des médias indépendants, comme nous le sommes, la fameux entretien de Joe Biden quand il était vice-président de Obama avec Petro Poroshenko, président de l'Ukraine, donc dans les années 2014-2015, quand un procureur avait essayé de virer Hunter Biden de Burisma, de la fameuse société Burisma, où il était très cher payé pour un job, et on ne sait pas ce qu'il se connaît en matière pétrolifère. Et
Et là, Biden avait dit à Poroshenko, et c'était pas un secret d'État, on a tous eu, et je me souviens de vous aussi, la conversation téléphonique, il disait, si vous voulez le milliard à l'Ukraine, le milliard de subventions, eh ben, vous dites à ce procureur d'arrêter de chercher des poux dans la tonsure de mon fils. Vous vous rappelez de cela, Alexis Cossette-Trudel? Mais en fait, oui, tout à fait. Mais il ne parlait pas de son fils. En fait, il parlait de la compagnie. Il n'a jamais mentionné son fils. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toujours nié qu'il y ait des laboratoires biologiques en Ukraine financés par le Pentagone, alors que le Pentagone l'a admis finalement, et c'est sorti aussi sur le site de l'ambassade américaine à Kiev. Mais précisément sur le portable de Hunter Biden. L'année dernière, lorsque les Russes ont dit qu'il y avait des laboratoires biologiques, les médias américains ont nié en masse. Or, quelques semaines plus tard, le journal anglais Daily Mail a sorti les courriels de Hunter Biden qui, justement, faisait du démarchage auprès de son père pour obtenir des millions de dollars pour la firme Metabiota. Metabiota, qui était une firme de recherche en biotechnologie située en Ukraine, justement, liée à la production de pathogènes mortels. D'accord. Alors, c'est ça qui s'est passé finalement, c'est que il nie les informations et finalement, ceux qui détiennent les informations aux États-Unis, le contenu du portable d'Hunter Biden, se sont arrangés pour couler tranquillement l'information à certains médias. Et là, mais ce qu'on a aujourd'hui finalement, c'est la totale. Ils ont créé un site indépendant où tout est disponible, Marco Polo. C'est ça, c'est le Marco Polo, absolument. Et dites-moi, en fait, que donne, vous êtes au Canada, que donne justement auprès du public? Vous avez dit que le public, effectivement, s'intéresse de plus en plus aux plateformes indépendantes et recherche son information là, pour le meilleur ou le moins bon, mais en tout cas, il faut en tout cas différencier ces sources d'information, c'est la moindre des choses. Mais ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce que politiquement, à votre avis, ça va jouer pour les élections américaines de 2024, où en fait, on va réussir, comme le FBI avait réussi depuis Elon Musk a montré, enfin, quand il a pris le pouvoir sur Twitter, a montré que le FBI avait donné des instructions pour enterrer l'affaire du laptop, enfin de l'ordinateur d'Hunter Biden, et on a vu les contacts de le FBI avec les GAFAM. Est-ce que, à votre avis, ça va continuer d'être à moitié enterré, et est-ce que ça va jouer pour les élections, l'agenda politique des prochains mois? En fait, je trouve que les révélations sortent beaucoup trop tôt pour la campagne présidentielle. Normalement, c'est le genre d'information qu'on voudrait voir sortir en septembre, octobre de l'année prochaine pour faire mal au président sortant, Biden, au moment du vote. Mais là, ça sort un an et demi à l'avance. Alors, je trouve que il y a anguille sous roche ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette information-là sur le portable d'Hunter Biden qui sort finalement, mais il y a aussi un deuxième document. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire du directeur du FBI, Chris Wray, qui a été... oui, racontez-nous ça. Outrage au Congrès. Oui. Outrage au Congrès, parce que le Congrès avait réquisitionné un document du FBI qui prouvait que finalement Joe Biden s'était engagé dans un trafic d'influence, dans un programme de trafic d'influence, alors qu'il était vice-président. Le FBI était en possession d'un document qui prouvait le trafic d'influence, c'est-à-dire que Joe Biden avait vendu de la politique américaine en échange de rétributions financières. Et le FBI était en possession de ce document et finalement, le Congrès a réquisitionné ce document. Le FBI ne voulait pas le donner et finalement, cette semaine, il y a quelques jours, Chris Wray, le directeur du FBI, a finalement décidé de remettre le document. Et donc, il y a deux documents ici. Il y a ce document de trafic d'influence qui peut faire tomber Biden. Le portable de son fils, très controversé, qui normalement... Affaires. Mais vous dites... Aujourd'hui, le Congrès a en main le document du FBI sur les prétendus, pour le moment, enfin les supposées relations d'affaires de Joe Biden. Chris Wray a dit qu'il allait le remettre finalement, qu'il allait se soumettre à l'ordre de remettre le document. Donc, il allait obtempérer aux requêtes du Congrès. Mais encore une fois, je répète que tout ça se produit 1 an et demi avant l'élection, alors que on voudrait garder ces révélations-là pour quelques semaines avant le vote. Ça, c'est une chose. Et le deuxième truc intéressant à analyser dans ce que vous dites, finalement, c'est que normalement, Donald Trump voudrait se présenter contre Joe Biden. C'est-à-dire que Joe Biden, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, a toujours été
le candidat à la présidence le plus faible de l'histoire des États-Unis. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des présidentielles américaines un candidat plus faible que Joe Biden, qui trébuche, qui n'est pas capable de finir ses phrases, qui a des problèmes cognitifs, etc. Et donc, lorsqu'on se présente à une présidentielle, on veut un adversaire aussi faible que ça. Et donc, le faire tomber un an avant la présidentielle ou le faire tomber tout simplement n'a absolument aucune logique politique. On voudrait qu'il se maintienne et on voudrait l'avoir en face de nous en 2024. Or, ce ne semble pas être la stratégie du camp Trump. Oui, maintenant, ce n'est pas le camp Trump qui décide des révélations, comme vous le savez, de ce qui est en train de sortir. Simplement, en tout cas, c'est à suivre. Un instant. C'est-à-dire que les demandes... Je vous arrête un instant, M. Bercoff. Oui, les demandes... C'est effectivement le camp Trump qui est derrière cette stratégie, puisque les demandes d'obtention des documents du FBI viennent de Marjorie Taylor Greene et du Congrès, c'est-à-dire du camp Trump. Et encore une fois, les révélations du portable d'Hunter Biden viennent aussi du camp Trump. C'est le camp Trump qui est en possession des informations du portable. Je comprends. Oui, vous avez raison. Alors, c'est vrai que c'est eux qui sont à la manœuvre. Maintenant, bon, on ne sait pas, on peut pas faire de spéculation. On verra bien si ces choses tiennent. Mais à mon avis, vous savez, ce qui vient de sortir va durer longtemps. C'est aussi, ça va infuser, ça va durer. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est encore trop tôt, c'est dans plus d'1 an. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que va donner aussi Russie-Ukraine? Est-ce que va donner Chine-Taïwan? Vous savez mieux que moi, Alexis Cossette-Trudel, que les paramètres sont extrêmement nombreux dans cette histoire et ils vont tous jouer. C'est mondial aujourd'hui, et pas seulement américain. Ce que je retiens, en tout cas, de ce que vous dites et ce qu'on dit, c'est que quand même, on dit que c'est la démocratie la plus transparente du monde. On sait qu'il y a partout des opacités, mais celle-là, elle est assez extraordinaire quand même. Du point de vue de circuler, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'il faut circuler pour sortir des choses à voir ? Et Trump se plaignait depuis 2018-2019, il disait les médias sont l'ennemi du peuple. Finalement, les médias ne font pas leur travail. Les médias sont engagés dans une chasse aux sorcières contre moi. Et tout le monde disait il exagère. Et là, avec toutes les informations qui sont cachées par les médias pour protéger le gouvernement, encore une fois, le journal de la fille, le portable du fils, les enregistrements du 6 janvier qui montrent ce qui s'est passé finalement à l'intérieur du Congrès. On nous a dit que le 6 janvier, c'était une insurrection. Et là, lorsque Tucker Carlson a sorti les informations, les prisonniers ont été relâchés. Les médias ont couvert tout ça, n'ont jamais montré les enregistrements. Et finalement, ça donne raison à Donald Trump sur ses allégations sur les médias. C'est un vrai problème. Merci beaucoup, Alexis Cossette-Trudel. Je rappelle que vous animez notamment à Radio-Québec. Et merci pour ces éclaircissements. Merci, M. Bercoff. Radio Bercoff dans tous ses états. Les perles du jour. Mais alors, on n'a pas très bien compris. Il était à l'émission Quelle époque sur France 2. Il était l'invité d'honneur, comme on dit. Et Léa Salamé lui cite effectivement ce qu'a dit Emmanuel Macron le matin même ou la veille. Écoutez. On ne combat plus l'extrême droite avec des arguments moraux. Ça ne sert plus à rien de dire fasciste, d'utiliser des mots des années 90. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr que je suis d'accord avec ça. Bien sûr que je suis d'accord avec toi, avec ça, bien sûr. Enfin, Éric Moretti ne va pas être d'accord avec le président de la République, Emmanuel Macron. Non, mais ça ne va pas. Bien sûr que je suis d'accord. Mais tout de suite après, quelques minutes plus tard, la même Léa Salamé lui pose cette question. Marine Le Pen, quelle question vous lui poseriez ? Qui préférez-vous, Pétain ou Poutine ? C'est pas fabuleux, ça. Il a eu un temps de réflexion. Éric Dupond-Moretti, il s'est dit, qu'est-ce que je veux faire de la punchline qui va faire le buzz ? La punchline qui va faire le buzz. Et en plus, l'allitération. Pétain ou Poutine. N'oublie pas l'allitération, c'est formidable. Je veux dire, voilà. Alors on lui a dit, mais c'est fini, tout ça, c'était les années 40, c'est fini. Macron lui dit ça. Il dit, oui, il a raison, Macron, mais il peut pas hésiter. Ah, Marine Le Pen, à la droite d'Adolf Hitler. Poutine, l'horrible fasciste réactionnaire, horrible autocrate. Pétain ou Poutine, c'est pas beau. Il faut faire une chanson, Pétain ou Poutine, Pétain ou Poutine. Voilà, c'est notre ministre de la Justice dans ses œuvres. C'est que sans contrefaçon, Grégory Doucet est un garçon. Grégory Doucet,
connaissez tous Grégory Doucet, le maire de Lyon. Eh bien, le maire de Lyon, il y a eu le bal des fiertés, c'est très bien, il y a le bal des fiertés partout, d'ailleurs c'est une bonne chose ça. Et alors, qu'a fait le Grégory Doucet, le maire de Lyon? Eh bien, qui est maire ELV, comme vous le savez, donc il a accueilli à l'hôtel de ville les participants de la grande fête LGBT, etc. Bon, et puis c'est affiché avec tout le monde, et ça, bravo, bravo, écoutez, tous les goûts sont dans la nature, et c'est très bien. En revanche, il avait troqué son écharpe tricolore pour la remplacer par un modèle arc-en-ciel. Vous savez, le fameux modèle arc-en-ciel LGBT. On veut bien. Écoutez, vous êtes le maire de Lyon. Vous êtes à l'hôtel de ville. Et Lyon, elle a existé bien avant vous, Grégory Doucet, et elle existera bien après vous. Alors gardez votre écharpe de maire, l'écharpe de maire. C'est pas la peine. Parce que demain, quand il y aura la fête des grenouilles, vous allez vous mettre en vert. Après-demain, quand il y aura le fête des bolcheviks repentis, vous allez vous mettre en rouge. Après-demain, quand il y aura les trotskistes retardataires, vous allez être comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous changez de tenue comme un caméléon? C'est pas sérieux. Il y a une charte tricolore, il y a une République française, il y a un hôtel de ville, il y a une ville qui a des siècles et des siècles d'existence, une nation qui a 1500 ans d'existence. Alors, respectez-la. Conformez-vous-y et commencez pas, on n'a pas besoin de ça. C'est pas l'œillet à la boutonnière, c'est pas un problème. Accueillez tout le monde et vous avez tout à fait raison, mais ne changez pas de tenue parce que là, franchement, vous avez autre chose à faire. Et oui, les roses blanches, ma grand-mère chantait déjà les roses blanches, magnifique chanson. Mais alors comment? Vous dites, c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, maman? Bon, enfin ça va pas. Regardez, écoutez, on a vu ce qui se passait à la mairie de Lyon. Oui, il faut s'ouvrir, Mais s'ouvrir jusqu'à où et à quelle ampleur? Eh bien, c'est très simple. Voilà ce qui s'est passé à une école de Sainte-Fère dans la Creuse. Sainte-Fère, voilà. Eh bien, il y a une information, écoutez bien, on nous a envoyé ici à Sud Radio l'affiche de l'équipe enseignante du collège de Sainte-Fère. Voilà, c'était là. Chers parents, je vous lis le texte dans son intégralité, il n'est pas long, vous allez voir. Nous vous informons que dès cette année, la fête des pères et des mères se transforma en fête de ceux que l'on aime. Cette décision a été prise en conseil des maîtres en vue des changements sociétaux. Les enfants pourront offrir leurs cadeaux à celui ou à celle qui désigneront. C'est où ce cadeau vous parviendra vendredi 9 juin en vous remerciant de votre compréhension cordialement l'équipe enseignante. Ah, c'est pas beau ça, vous voyez ça. Sainte-Fère, c'est quoi? C'est un peu le début de... Allez, on peut dire quoi? C'est la place rouge. Non, c'est ça. C'est fini, quoi. Père et mère. Mais enfin, comment vous pouvez parler? Vous faites des mères? Faites des mères? Mais enfin, non, c'est fini, les pères, les mères. Non. Ceux qu'on aime. Oui, mais vous savez, moi, j'adore ma tortue. Donc, pourquoi vous ne faites pas une fête de la tortue? Et à ce moment-là, je dois aller honorer ma tortue. Moi, j'adore mon hippopotame que je vais voir le plus souvent possible. Dois-je faire au Jardin des Plantes ou aux Eaux de Vincennes une fête de l'hippopotame à qui je vais nourrir? Oh, peut-être un maire de ville. Ce serait pas mal de le fournir à un maire de ville. Il est bien, ça. Voilà où on en est. Auditeurs, auditrices de Sud Radio. Chers amis, voilà, c'est très bien. Il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de fête des mères, il n'y a plus de fête des pères. Ça s'appelle les changements sociétaux. Et là, on peut plus, hein, les changements sociétaux, c'est tellement beau, les changements sociétaux. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne parle plus de papa, maman, et si vous voyez votre père, votre mère, vous lui dites « Ouais, mais je sais pas si je t'aime. » En tout cas, on est en changement sociétal. Voilà. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Slobodan Despot, écrivain et créateur du site antipresse.net. Bonjour Slobodan Despot. Mais bonjour. Slobodan Despot, alors, écrivain bien sûr, Le Miel, le Rayon Bleu chez Gallimard, antipresse, et puis éditeur aussi bien sûr. Et je suis très content de vous recevoir parce qu'avec vous, quand on se voit, on fait quelques narratifs qui justement changent un peu des narratifs que l'on entend un peu partout. Je dirais du narratif que l'on entend un peu partout, dans les 4/5e des sources autorisées, hertziennes et autres. Alors,
je voulais qu'on fasse un peu le point sur ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, revenons à l'Europe, revenons aussi à ce qui se passe à la Serbie, le Kosovo, etc. Est-ce que, question, on n'est pas en train, je vais trop vite, je sais, non pas changer de guerre, mais de prévoir la guerre déjà d'après, si on arrive à une paix, en tout cas à une fixette tendance Corée du Nord, Corée du Sud, avec la Russie et l'Ukraine. D'abord, où en est-on de ce point de vue-là, selon vous? Point de vue Russie-Ukraine ou Serbie-Kosovo? De point de vue Russie-Ukraine d'abord, Serbie-Kosovo ensuite. Eh bien, évidemment, les questions sont liées, et ça fait au moins 30 ans qu'elles sont liées, puisque tout ce que nous vivons maintenant, c'est les conséquences de l'effondrement de l'URSS, en gros, et de la tentative du bloc occidental, ou des États-Unis et de leurs alliés, de prendre possession de tout ce qui était sous contrôle soviétique, de dominer le monde, en gros. Donc, évidemment que les deux sujets sont liés. Ce qui se passe maintenant en Ukraine, s'il fallait le résumer très très vite, je dirais qu'on arrive au terme de la deuxième guerre d'Ukraine. La première, c'est celle qui s'est terminée, qui a commencé le 24 février 2022, et qui s'est terminée avec l'échec des négociations de paix en mars à Istanbul. Pourquoi? Mars 2022, oui. 2022. Pourquoi? Parce que la Russie avait envoyé un corps expéditionnaire relativement petit pour essentiellement contraindre l'Ukraine à entrer en discussion pour bloquer le statut des régions indépendantes du Donbass et de la Crimée. Ce qu'ils ont réussi à faire, puisque l'Ukraine est entrée en négociation, simplement quelqu'un est arrivé, en l'occurrence c'était M. Boris Johnson à l'époque, le Premier ministre britannique, et a dit aux Ukrainiens, surtout vous ne signez rien, nous allons vous pourvoir à tout ce qu'il vous faut, mais vous signez rien, il faut chasser les Russes d'Ukraine. À partir de ce moment-là, les Russes... Et Boris Johnson est-ce qu'il était justement, parce que on a entendu ça, Slobodan Despot, oui. Est-ce qu'il était, à votre avis, enfin pour savoir évidemment, sinon on spécule bien sûr, appuyé par les Américains? Est-ce qu'il était sous couvert américain, ou ça a été vraiment à l'époque la décision de Boris Johnson de dire moi je vais faire un... Vous savez où il est en ce moment, Boris Johnson? Non. Il est aux États-Unis. Il fait une tournée pour convaincre le camp républicain, qui est un peu sceptique vis-à-vis de cette guerre, de la poursuivre. Je n'ai pas l'impression qu'il pourrait le faire sans que l'autre partie, disons, du pouvoir américain, les démocrates, ne l'ait mandaté pour ça. Donc sa mission, son langage, sa vision depuis une année et quelques mois est toujours la même. C'est celle-là. Donc la guerre continue. Oui. Zelensky et les Ukrainiens. Deuxième guerre. Deuxième guerre, dans laquelle on est en plein pour le moment. On est en plein. On attendait depuis longtemps une contre-offensive ukrainienne qui s'est fait attendre. C'est un peu l'arlésienne. Il paraît que depuis hier, il y a eu des opérations sur le front sud du Donbass et sur Zaporozhye, qui ne semblent pas avoir abouti à des gains territoriaux significatifs pour l'Ukraine, mais plutôt à de grosses pertes. Donc cette guerre est arrivée à un moment extrêmement délicat pour l'Occident, parce que rien de ce qu'on a promis ne marche. Alors justement, au-delà des manœuvres, etc., et des forces en présence, tout ça, est-ce que, au fond, la question qu'on peut poser, évidemment, et encore une fois, on sait qui est l'agresseur, qui est l'agressé, c'est pas le problème, mais est-ce qu'elle n'est pas pliée, cette guerre? Est-ce que quelque part, on a l'impression, mais encore une fois, ce sont vraiment, je le dis, personnel, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi, on a l'impression qu'on joue les prolongations de part et d'autre, mais que c'est déjà plié. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on regarde de près, oui. Mais comme vous l'avez dit, André, vous-même, il y a un narratif. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qui est convenu d'appeler un narratif. C'est-à-dire une légende. Tous les événements, évidemment, dans les médias, ne sont que des récits. On n'arrive jamais à la réalité elle-même. On construit un récit. Et puis on le module en fonction de la réalité, si la réalité le dément. En l'occurrence, sur la question ukrainienne, aucun démenti de la réalité ne modifie le récit, y compris lorsque ces démentis viennent des responsables occidentaux eux-mêmes. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, l'a dit lui-même, l'Occident entier n'arrive pas à compenser les pertes en matériel et en munitions que occasionne la Russie en Ukraine. Sans parler des hommes. Donc, sans parler. Alors, une fois qu'on n'aura plus d'Ukrainiens, c'est qui va aller se battre? Peut-être que des Polonais. Et au-delà des Polonais, on va avoir qui? Des Français, des Italiens? Vous y croyez vraiment? Personne n'y croit. Jamais. Ça ne va pas arriver. Donc, cette guerre, du point de vue de la guerre militaire sur le terrain, ça fait longtemps qu'elle est pliée.
Simplement, là, on est en train de sacrifier des dizaines ou des centaines de milliers d'hommes pour rien. Ouais. Pour rien. Et c'est ça. Et d'ailleurs, ça va au point où vous avez vu que je ne sais quel général américain, en disant là très récemment, je me rappelle plus de son nom, qui disait mais nous, quand il y a eu les réunions au moment Gorbatchev, au moment de la chute de l'URSS, nous, on s'était engagés, on n'avait pas signé de traité, mais que l'OTAN n'irait pas au-delà de telle ou telle frontière. Rappelez-vous, on en a parlé. Moi, c'est Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères, qui nous l'avait confirmé ici à Sud Radio dans cette émission. Nous avions convenu que l'OTAN n'irait pas au-delà d'un certain niveau, je ne sais pas si c'est le Dniepr, entre les frontières, mais il n'y a pas eu de traité signé. Et donc, les Américains ont dit, mais on n'a rien signé, de quoi vous parlez? Alors, si ma mémoire est bonne, il n'existe pas de traité signé, mais il existe des procès-verbaux de la réunion avec Gorbatchev qui sont apparus ces dernières années et qui montrent que les Russes, Gorbatchev et ses successeurs, étaient de bonne foi lorsqu'ils disaient « nous avons une promesse des Américains et qui eût été vraiment un gage de paix. Parce que si l'une des superpuissances se retire du glacier européen, c'est pas pour que l'autre vienne poser ses armes et la menacer. Le but était de pacifier l'Europe. Et on n'a pas pacifié l'Europe, on a armé l'Europe. On peut même dire que certains des pays d'Europe de l'Est, donc de l'ex-pacte de Varsovie, ont été admis dans l'Union européenne de manière précipitée pour pouvoir entrer dans l'OTAN et pour servir de casemate sur le pourtour de la Russie. Admettons aussi, Slobodan Despote, que eux, ils avaient un assez mauvais souvenir du pouvoir soviétique. Tout à fait. Il faut le dire, et que donc ils avaient envie de la protection de l'OTAN. C'est un peu ça. Oui, mais vous voyez, tous ces pays ont des bonnes raisons de se protéger de la Russie. Un pays qui avait d'excellentes raisons de se protéger de la Russie, c'était la Finlande. La Finlande, qui avait un très bon traité de paix avec la Russie qui lui garantissait ses frontières, eh bien, elle vient de l'annuler unilatéralement en adhérant à l'OTAN. Donc, c'est la Finlande qui se remet dans une situation problématique avec la Russie sans que la Russie ait bougé le moindre soldat du côté de la Finlande. Ouais. Et alors justement, la guerre, on voit ce qui se passe sur le terrain et c'est terrible, et vous l'avez rappelé. Maintenant, qu'est-ce que ça dit justement, on va revenir effectivement, mais j'aurais peut-être étendre d'abord géographiquement. Qu'est-ce que ça dit du bouleversement qu'on voit qui a commencé bien avant la guerre, l'invasion de l'Ukraine, etc. Mais cette dédollarisation, cette partition, ce monde multipolaire que tout le monde nous annonce et qui apparemment, quand on voit ce qui s'est passé à Singapour avec les gens du renseignement, quand on voit ce qui s'est passé un peu partout dans les réunions du BRICS, Arabie Saoudite, Chine, etc., Iran, qu'est-ce que ça décrit, ça, Slobodan Despote? Ça décrit l'émergence d'un courant de fond qui était très puissant et que nous, en Occident, nous avons fait notre maximum pour réprimer. L'Occident n'a jamais voulu partager le pouvoir, même au moment où tout le monde était conscient que ce n'était plus l'époque coloniale, que ce n'était plus non plus l'époque de la suprématie technologique et économique. Et il aurait fallu entrer dans cette transition délibérément et volontairement. Maintenant, c'est à notre corps défendant que nous y allons, parce que personne ne demande plus l'avis des Occidentaux. À mon avis, dans cette transition, il y a eu des moments qui sont extrêmement éloquents. Alors, on va en parler. Pardon, je vous interromps. On a une petite pause à faire. Oui. Et juste après, on va en parler. Parce que justement, cette histoire est celle qu'on vit, la plus extraordinaire. Oui. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Slobodan Despote au 0826 300 300. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul avec Slobodan Despote, écrivain, créateur de la revue Antipresse.net, que je vous conseille de lire. Voilà, il y a des textes longs et c'est pas mal de prendre son temps. C'est très important de prendre son temps. Alors justement, on avait commencé à parler, Slobodan Despote. Quels sont les signes qui montre cette espèce d'extraordinaire bouleversement, enfin depuis 45, pour moi ça me paraît ça fait 80 ans, c'est peut-être le plus grand bouleversement depuis 80 ans, mais quels sont les signes qui ont montré que ça bougeait à tous les étages? Mais écoutez, ils sont innombrables, mais comme nous sommes sous l'emprise justement d'un narratif qui est unique, qui est monopolistique, on ne les voit pas. Je vais vous donner deux exemples de disons, décentralisation du monde. Ouais. Et je vais vous donner un exemple
de réaction du monde occidental face à ça. Les deux exemples, le premier, ça s'est passé il y a 5 jours, réunion des pays de l'OPEP. Les producteurs de pétrole. 3 agences de presse sont exclues de cette réunion. On les prie de ne pas venir. Alors d'habitude, quand ça se passe en Occident, c'est des gens, vous savez, comme Sud Radio, ou ceux qui posent les mauvaises questions, on leur dit, vous n'allez pas venir à la conférence de presse du ministre. Là, les 3 agences exclues de la conférence de l'OPEP, c'est Reuters, c'est Bloomberg, Reuters. La plus grande agence du monde. La plus grande agence du monde. Bloomberg, la plus grande agence dans le domaine économique et financier, et le Wall Street Journal. On leur dit, on n'a pas besoin de vous, vos informations, vos interprétations ne sont pas fiables, on ne veut pas de vous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est inimaginable il y a encore 6 mois. C'est inimaginable. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a relevé ce fait qui est énorme. Un autre fait, par exemple, que vous savez, enfin, qui est de notoriété publique, mais dont on n'a pas encore mesuré les conséquences, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont dans des relations exécrables pendant des décennies, et tout d'un coup... Sunnite chiite, sunnite et chiite. Et tout d'un coup, sans crier gare, avec l'entremise des Chinois, les Saoudiens et les Iraniens recommencent à se parler. Enfin, le chef de la CIA a dit, nous, on n'était pas au courant. Vous imaginez à quel point l'Occident est décalé. Le chef de la CIA le chef de la CIA, il a dit, mais ils auraient pu nous prévenir. C'est quand même incroyable. C'était impensable il y a encore... oui, voilà, ouais. Et l'Arabie Saoudite, qui est, semble-t-il, candidate, sauf erreur, aux BRICS, c'est le pays du pétrodollar. C'est de là que ça a commencé. Bien sûr. Alors, si vous n'avez plus la base du pétrodollar, si vous n'avez pas le premier pays qui a créé cette nouvelle économie mondiale, vous avez quoi qui vous reste? Et donc, ce qui est normal, l'Empire américain, l'Empire atlantique réagit. Il y a quelques semaines, personne n'a remarqué, la Thaïlande a changé de gouvernement. Un gouvernement de jeunes. Maintenant, il n'y a plus que des young leaders, vous savez, dans le monde occidental. Oui, un gouvernement de jeunes est élu, et le chef du premier parti de cette coalition annonce, avant même d'avoir formé son gouvernement, avant même qu'on connaisse son gouvernement, que la première chose qu'il va faire, ça va être de soutenir la guérilla dans un pays voisin, en Birmanie. La guérilla, donc, qui combat... Premier geste de ce gouvernement. La première décision. D'accord. C'est-à-dire que la Thaïlande a ses problèmes, c'est un pays industriel, c'est un pays touristique, qui a beaucoup de problèmes lui-même, avec aussi un problème de guérilla. La première chose, c'est de s'occuper des affaires d'un pays voisin. Et il le dit, et il dit pourquoi il va le faire. Oui. Il dit, nous allons appliquer la charte, le Burma Act. Burma Act, c'est-à-dire le décret Birmanie, c'est pas un document thaïlandais, c'est un document de la diplomatie américaine. Donc ces gens sont des vrais proxies, comme on dit. Ce sont des gens qui ont été posés là. Des pro-américains, voilà. Des young leaders à l'américaine. Ouais. Afin de déstabiliser un pays qui est allié de la Chine, qui est la Birmanie. Et c'est la première chose qu'ils font. Donc c'est clair comme du cristal. Vous avez un pays qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de son tourisme, qui a pour premier partenaire économique la Chine, qui entre en guerre avec la Chine, sans avoir jamais consulté sa population. C'est la première chose qu'ils disent. Et alors, si on revient un peu parmi nous, quid de l'Europe dans tout ça? On l'a beaucoup dit, où est l'Europe? Alors Kissinger, où est le numéro de téléphone? On voit très très bien les dimensions, l'Allemagne, tout ça, on en a beaucoup parlé. Mais dans ce contexte que vous venez de décrire, vous avez donné quand même des signes très forts, pas des signaux faibles, ça, de ce qui est en train de se passer. Il y a encore une cohérence européenne, à part Ursula von der Leyen et ce qui se passe avec les Pfizer et Bourla. Non, mais je veux dire, où en est véritablement il y a quelque chose qui s'appelle encore l'Europe ou pas? D'abord, il faudrait peut-être démêler, justement, puis vous mentionnez des personnes comme Madame von der Leyen, il faudrait peut-être démêler quelle est la position exacte, le rôle exact, la fonction exacte et la légitimité de Madame von der Leyen dans ce concert où elle prend des décisions qu'elle n'a pas le droit de prendre, qui relèvent de la compétence des États, notamment sur les questions militaires. C'est elle qui parle pour tout le monde. Lorsque Macron va visiter la Chine, les Chinois, elle s'invite. Au G7, elle était là. Quelle est sa légitimité à cette dame? Quelle est la légitimité de M. Charles Michel, pour parler au nom des Européens? Ou encore mieux, de cet extraordinaire M. Borrell,
qu'on présente comme le Josep Borrell. Josep Borrell. Qui est quoi exactement d'ailleurs? Qui est catalan. Mais enfin bon, ça c'est accessoire. Il serait, paraît-il, ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Mais on ne sait pas, personne ne l'a nommé ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Alors le plus drôle, c'est que c'est ce même homme qui a dit que l'Europe, n'est-ce pas, était un jardin entouré de barbares. Hein, ça, on passera sur le racisme. Mais quand on a demandé à ce personnage hautement compétent, s'il savait ce qui se passait à Belgorod. À Belgorod, c'est cette région limitrophe de l'Ukraine, en Russie, où il y a une incursion maintenant de militaires ukrainiennes. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe à Belgrade. Donc, M. Borrell, le chef de la diplomatie européenne, ne savait pas que Belgrade et Belgorod, c'était deux villes différentes, et ne savait pas non plus ce qui se passait à Belgrade, alors que Belgrade est au cœur maintenant du nouveau foyer de conflit en Europe. Et c'est le chef de la diplomatie européenne. Donc ces gens sont d'une incompétence absolue et totale. Ce qu'ils font là... En fait, il n'y a pas de politique étrangère européenne. Si c'est M. Borrell, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. C'est extraordinaire. Alors justement, et on voit très très bien que l'Europe, voilà, c'est divisé. Et on va en reparler tout de suite après cette petite pause. On va parler de ce qui se passe à Belgrade, justement. Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio, 0826 300 300 pour interpeller Slobodan Despot. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Berkov dans tous ses états. Alors justement, monsieur Borrell a confondu Belgorod et Belgrade, mais parlons de Belgrade. Qu'est-ce qui se passe là? On voit depuis quelques jours, avec le Kosovo, les soldats de l'OTAN, etc. Qu'est-ce qui se passe exactement, Slobodan Despot? Alors, est-ce que c'est une seconde guerre qui arrive? C'est quoi? Mettez-moi une limite de combien d'années faut-il que je revienne en arrière pour expliquer ce qui se passe? Parce que c'est très très long. Hein. Oui, non, enfin, oui. En fait, on peut déjà partir de 99 et du bombardement de l'OTAN. Alors voilà, ça c'est une date clé, à mon avis. C'est une date clé pour notre histoire et pour l'histoire diplomatique du monde. Pourquoi? Parce qu'en 99, comme vous le savez, l'OTAN, suite à l'échec des pourparlers de Rambouillet, ici en France, a bombardé la Serbie pendant 78 jours pour en détacher le Kosovo. Sous un prétexte humanitaire. Sans avoir l'aval de l'ONU. Hein. Sans l'aval de l'ONU. Donc sous un prétexte humanitaire. Donc c'est une opération strictement de l'OTAN. L'OTAN a fini, le 12 juin, par signer un armistice avec la Serbie, envoyer des soldats de la paix, enfin des troupes de l'OTAN pour soi-disant maintenir la paix au Kosovo, notamment des Français dans le Nord Kosovo. Peut-être qu'on va y revenir. Et puis, par la suite, l'ONU a ratifié cette situation par une résolution, la résolution 1244, qui reconnaissait la souveraineté de la Serbie, toujours sur le Kosovo. Ah, qui reconnaissait, oui, c'est ça, complètement. Oui. Et qu'ont fait les pays de l'OTAN et leurs alliés? Ils ont ignoré cette résolution et ils ont reconnu le Kosovo. Parmi les premiers pays à l'avoir reconnu, d'ailleurs, curieusement, il y avait la Suisse, mon pays, neutre, qui reconnaît le Kosovo. Et aujourd'hui, vous avez environ une moitié des 180 États du monde qui reconnaissent le Kosovo et une moitié qui ne le reconnaissent pas, y compris au sein de l'Union européenne, comme l'Espagne par exemple, pour des raisons évidentes. Ah oui, moitié reconnaissent, voilà. Moitié reconnaissent pas. La moitié, grosso modo. D'accord. Et donc, à partir du moment où s'est produit ce kidnapping, ce détachement du Kosovo par la force armée de la Serbie, eh bien, le droit international n'existe plus. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'existe plus, c'est que les Américains n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de droit international lorsqu'ils veulent régler un conflit international. Ils parlent du rule-based order, un ordre basé sur des règles et non sur du droit. Et les règles, ce sont les leurs. Donc, lorsque nous avons besoin du Kosovo, nous le reconnaissons et ça devient un sujet de droit international pour nous. Mais lorsque les Russes ont besoin de la Crimée, nous ne reconnaissons pas et c'est une agression contre l'Ukraine. D'accord. Voilà, c'est simple. Et alors, aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qui a fait relancer les hostilités aujourd'hui ? Eh bien, comme vous le savez, le Kosovo donc a été le théâtre après 99 d'une persécution continue de la minorité serbe qui y restait. En 2004, il y a eu un grand pogrom avec une trentaine de morts, 1000 blessés, des milliers de maisons incendiées, des centaines de maisons incendiées et aussi des monastères, et une grande partie des Serbes du Kosovo ont quitté le Kosovo. Comme vous le savez, s'ils sont restés au nord Kosovo, donc Mitrovica, c'est notamment grâce au mérite des paras français, commandés à l'époque par le colonel Jacques Hogar. Qui les ont défendus. Qui les ont défendus, mais qui les ont défendus, et ça on peut trouver dans le livre du colonel Hogar, ils les ont défendus pas seulement contre les terroristes de l'Učeka albanaise, ils les ont aussi défendus contre une incursion
une tentative d'incursion et d'occupation du Nord Kosovo par l'armée britannique, les forces britanniques présentes au Kosovo. Donc, sous l'égide de l'OTAN, ça. C'était sous l'égide de l'OTAN. Ouais. Donc, le fait qu'il y ait encore des Serbes au Kosovo, ça embêtait l'OTAN. Et ça embête toujours l'OTAN. Et l'OTAN a donc favorisé leur expulsion ou, disons, leur privation de droits tacites. Ce qu'ils voulaient, les Serbes, depuis ces dernières années, ce qu'il en reste, ils voulaient qu'on reconnaisse leur communauté de communes. Donc, une espèce de petite autonomie locale. L'enclave, oui. Voilà. Ça n'a pas été obtenu. L'automne dernier, le Kosovo a engagé un bras de fer avec les Serbes du Kosovo et avec la Serbie en imposant des plaques minéralogiques avec les emblèmes du Kosovo. Donc, en imposant aux Serbes, si vous voulez rouler avec leur voiture, de reconnaître la souveraineté du Kosovo. Bon, la Serbie n'a pas réagi, ça a passé. Ensuite, ils ont organisé des élections que même les Américains ont trouvées un petit peu abusives pour remplacer les mairies autonomes des régions serbes du Kosovo par des maires albanais. Et là, c'est ce qui a donné lieu aux émeutes actuelles où il y a eu beaucoup de morts, enfin pas de morts, pardon, de blessés, notamment dans les forces de l'OTAN. Et on en est là, avec évidemment une pression constante sur Belgrade pour obtenir quoi? Pour obtenir de la part de Belgrade la reconnaissance du Kosovo indépendant. C'est ça le but. Et manifestement, les autorités actuelles font preuve de trop de mollesse ou de mauvaise volonté dans ce sens. Et est-ce que c'est quelque part lié à ce qui se passe entre Russie et Ukraine ou pas du tout, à votre avis? Alors, alors, il y a un lien que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le Kosovo a été le précédent qui a permis à la Russie d'intégrer la Crimée. Ah oui, parce qu'on l'a fait au Kosovo, ils l'ont fait en Crimée. L'Occident n'a rien à dire au sujet de la Crimée et du Donbass. Dans la mesure où ce qu'il a fait, ça a été de bombarder un pays jusqu'à ce qu'il lâche la région qui intéressait l'OTAN. Sous des prétextes. Vous voulez dire c'est la jurisprudence OTAN? C'est une jurisprudence OTAN. Donc il y a il y a évidemment, comme vous le savez, la plus grande base militaire américaine hors du territoire des États-Unis se trouve au Kosovo depuis. Non, en Turquie, non? Il paraît que c'était Bon Steve au Kosovo. Il paraît. Il y a une très grosse base. Il paraît. Moi, personne ne peut y accéder. Enfin bon. Donc, c'est un intérêt stratégique des Américains qu'ils ont arraché comme ils l'ont voulu. Donc, ça constitue un précédent. Donc, c'est lié. Maintenant, quel est l'autre aspect par lequel c'est lié? C'est que, évidemment, le Kosovo constitue un deuxième front en Europe si le front ukrainien ne fonctionne pas. C'est une manière de divertir l'attention. Oui, enfin, il y a déjà, attendez, Azerbaïdjan, au Karabakh et Arménie. Hein. Bien sûr. Mais c'est un peu loin, parce que le Kosovo, c'est là où vous allez en vacances. Hein. C'est la région de Dubrovnik, c'est pas loin. C'est vrai. Donc, le Karabakh, tout le monde s'en fiche en Europe. Hein. Vous savez comment on réfléchit. Oui. Comme le Yémen, tout le monde s'en fichait. Tout le monde s'en fichait du Yémen, enfin de tout ça. Et on voit que d'ailleurs, sur tout le pourtour, n'est-ce pas, de la Russie et de la Chine, on a toutes sortes de conflits latents qui se réveillent. Maintenant, c'est les talibans et l'Iran. C'est le Soudan. C'est partout. C'est une déstabilisation générale. On crée des espèces de zones de conflit, de fixation. Ben oui, parce qu'il faut absolument détourner l'attention de ce qui se passe en Ukraine. Et aujourd'hui, ça va être multiplié, comme c'est multipolaire, ça va être multiplié en plus. Ah, je pense qu'on va pas vers des époques sereines. Lucien, je crois qu'on reçoit nos auditeurs avec Slobodan Despot. Tout à fait, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Slobodan Despot. Et on reçoit Serge de Lyon. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à Monsieur Despot. J'ai une question pour lui et une question pour vous. Oui. Je prends l'exemple des Émirats Arabes Unis qui viennent de quitter une alliance militaire américaine pour la sécurité dans le Golfe qui devait protéger les pays arabes de l'Iran. Ils sortent et ils proposent d'en créer une nouvelle sans les Américains mais plutôt avec les Iraniens. Donc une alliance régionale de sécurité sur la région du Golfe. De mon opinion, ils ne sont ni courageux ni visionnaires, mais plutôt pragmatistes et soucieux de leurs intérêts économiques. Donc, ce qui m'explique que peut-être qu'on a déjà basculé dans un monde où tous les pays ont plutôt un intérêt de travailler avec la Chine et la Russie pour la sécurité et l'économie,
qu'avec l'OTAN. Intéressant, Serge. Intéressant. Voilà, si M. Despot peut répondre à cette question. Et puis une autre pour vous, c'est j'avais vu auparavant votre entretien avec le président du Congo et je me demandais si, avec cette question, la même question, on pourrait la poser si Sud Radio on pose ces questions à des politiciens de l'Afrique, de l'Asie, si on est vraiment dans ce basculement. Absolument, oui, c'est une très bonne question. Écoutez, ce que je vous promets, c'est que je vais probablement le revoir, lui et d'autres présidents africains. Je poserai évidemment la question. Ça me paraît fondamental, ça les concerne aussi bien que tous les autres. Slobodan Despot, sur ce que dit à propos des Émirats Arabes Unis et du basculement aussi. Alors, vous avez raison. Les pays, lorsqu'ils entrent dans des alliances ou dans des pourparlers, ils regardent à leurs intérêts. C'est pas une question de principe chez les Émiratis, c'est qu'ils ont besoin d'être protégés. C'est petits pays riches. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ces dernières années? Curieusement, ça a beaucoup à voir avec les questions militaires. Et l'Arabie Saoudite était enlisée, mais très profondément enlisée, dans une guerre avec le Yémen, à laquelle beaucoup de puissances occidentales d'ailleurs ont contribué par des ventes d'armes, mais elle n'a pas réussi à résoudre cette guerre. En revanche, elle a reçu des volets de drones qui ont mis en péril ses champs pétroliers. Je pense que la mise en péril militaire des intérêts des champs pétroliers arabes pour aller aux Émirats. Voilà, eh bien ça a fait réfléchir MBS, le prince d'Arabie Saoudite, et puis il se dit plutôt que de continuer comme ça, faisons la paix avec ceux qui produisent ces drones. Donc c'est une menace militaire qui est entrée aussi en jeu. Et avec les Émiratis ont vu, ils ont dit les Américains ils protègent comment? Ils protègent pas. On va prendre les gars sérieux qui sont capables de nous protéger. Je pense que ça va pas plus loin que ça. Mais ça va déjà très loin. En tout cas, c'est très intéressant. Lucien? On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans le face-à-face avec Slobodan Despot. On ira à Marseille avec Valentine. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Et Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Slobodan Despot, écrivain, créateur de antipresse.net. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Valentine de Marseille. Bonjour Valentine. Bonjour Valentine. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Despot. En fait, j'aurais deux questions à poser à Monsieur Despot. Allez-y. D'abord, je précise que je parle couramment anglais et russe, en plus du français. Donc j'ai accès à des canaux et des informations et à un narratif différent de celui qui est diffusé dans les médias officiels occidentaux, otaniens. Donc ma première question, d'après des informations que j'ai un petit peu recoupées, il semblerait que la guerre actuellement, qui se déroule sur le territoire ukrainien, pourrait durer plusieurs années. Donc je voudrais avoir l'avis de Monsieur Despot là-dessus. Et ma deuxième question concerne la russophobie galopante au sein des pays signataires de l'OTAN. Je vous donne par exemple à titre d'exemple, l'épouse, j'ai reçu une information de Bild, donc du journal allemand, l'épouse de l'ancien chancelier allemand Schröder a été licenciée de la société allemande NRW Global e-Business pour avoir assisté à une réception à l'ambassade de Russie en Allemagne à l'occasion du 78e anniversaire du jour de la victoire, rapporte Bild. Voilà, c'est un exemple. Évidemment, c'est le genre d'information qui n'est pas diffusée dans les... Bon, et sur cette russophobie, je peux aussi donner l'exemple par rapport à la Serbie et au Kosovo dont vous avez parlé. À la télévision, on vous dit que les Serbes ont attaqué les soldats de la KFOR. Et en fait, moi j'ai vu une vidéo, un village qui a été arraché aux Serbes par des Kosovars et le drapeau serbe était remplacé par le drapeau kosovar. Voilà, donc. D'accord, Valentine. On va essayer de répondre, en tout cas, Slobodan, à vos deux questions. Merci. Ok, merci. Alors, sur la durée de la guerre, ça peut se prolonger aussi longtemps. Ça peut être la Corée. Corée du Nord, Corée du Sud n'ont jamais signé un accord de paix. Ça peut être gelé. 1953. Ça peut être gelé. Et on entend des bruits venant de Washington.
en faveur d'un gel du conflit, quitte à ce qu'ils reprennent, mais de grâce, surtout après les élections présidentielles de 2024. Donc eux auraient plutôt intérêt à ce que, vu la pente que ça suit, que ça s'arrête et qu'on fasse une espèce de ligne de front, enfin qu'on gèle tout ça. Maintenant, il n'y a pas une seule déclaration d'un responsable russe qui va dans le sens d'un arrêt des hostilités. Eux, ils disent, quand nous avons proposé des négociations de paix, la partie occidentale, puisque les Ukrainiens étant ici uniquement des proxies, enfin une armée de procuration, ont quitté la table de négociation. Lorsque on a obtenu des accords à Minsk pour un règlement pacifique de la question du Donbass, on sait par les déclarations de M. Hollande, de Mme Merkel et de M. Poroshenko, qui était président de l'Ukraine à l'époque, que c'était que de la poudre aux yeux de la Russie et une manière de gagner du temps pour que l'Ukraine puisse militairement reprendre ses régions. Donc les Russes n'ont absolument aucun intérêt à arrêter ces opérations avant qu'ils parviennent à leur fin. Nous ne savons pas quelles sont leurs fins. Quelles sont leurs fins, on n'en sait rien. Et puis il faut dire quand même que les Ukrainiens ont montré qu'ils résistaient quand même. Ils résistent fort. Simplement, il y a un problème d'effectifs humains. Bien sûr. Il y a un problème dans tous les domaines, et il n'y a même pas la force industrielle, puisqu'on parle, on parle surtout d'armement, mais il n'y a même pas le renouvellement industriel du côté occidental. Alors, et la russophobie dont parle Valentine. Alors moi, plutôt que d'en parler moi-même, je recommande un livre qui est paru récemment et qui est un livre de référence là-dessus. C'est le livre de Guy Métan, qui s'intitule 1000 ans. Oui. Une guerre de 1000 ans, sauf erreur. Donc c'est un livre sur la russophobie qui règne en Occident, mais grosso modo, depuis le schisme. C'est une vieille affaire. Ouais. C'est une vieille affaire. Alors évidemment, il y a quelquefois de bonnes raisons de se méfier des Russes, mais ça va bien au-delà. Et puisque Valentine nous a mentionné la question du Kosovo, j'étends un petit peu le sujet. Vous savez, en 92, l'Occident, qui contrôlait les Nations Unies, a imposé un blocus total à la Serbie à cause de ce qui se passait en Yougoslavie, donc à cause de l'éclatement de la Yougoslavie, qui était d'ailleurs provoqué, mais ouvertement, on le sait, par des puissances occidentales, notamment l'Allemagne et les États-Unis. Mais enfin, on a mis le chapeau sur la Serbie. À cette époque, même la fédération des joueurs d'échecs aveugles de Serbie était interdite de participation à toute compétition internationale. La fédération des joueurs d'échecs aveugles. Ouais. Donc, il n'y a pas une considération humanitaire. Il n'y a pas la moindre proportionnalité. Donc, quand on me dit que l'épouse de M. Schröder a été licenciée parce qu'elle a été à une réception russe, c'est la moindre des choses dans ce climat-là. Lucien. Merci Valentine. Nous allons à Caen avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Despotes. Moi en 76, j'ai fait partie d'un échange culturel en Yougoslavie, à l'époque Sarajevo, donc une ville très cosmopolite, et j'ai vu après, au fur et à mesure du temps, les problèmes arriver. Il y a plein de contre-feux, on peut parler aussi de l'Azerbaïdjan avec l'Arménie. Moi je vais revenir quand même sur l'ordre des choses. D'après vous, M. Despotes, je ferai parler avec le colonel de Beau, Jacques Beau, que vous recevez, André, souvent. Moi, j'aimerais savoir si actuellement, un pays comme la Suisse, avec l'Organisation mondiale de la Croix-Rouge, chère à M. Dunant, son fondateur, j'aimerais savoir si la Suisse, actuellement, n'est pas le seul pays légitime et qui pourrait le devenir tout simplement appliquer un accord de paix. Parce que nous, on est complètement grillés. Hein, vous connaissez, nous, on est grillés. Alors, est-ce que vous, d'après vous, la Suisse... Est-ce que la Suisse peut jouer ce rôle, Philippe? Alors moi, je voudrais ajouter juste un codicile à Slobodan Despot, Suisse comme chacun sait. Est-ce que la Suisse est toujours neutre? C'est ça la vraie question. Et en fait, c'est la réponse. Si la Suisse était toujours neutre, je dirais qu'effectivement, elle devrait exercer son mandat traditionnel comment dirais-je, de faiseuse de paix. Malheureusement, la Suisse est en train de participer, à l'heure qu'il est, à des manœuvres militaires de l'OTAN. Maintenant. Elle participe activement. Activement. Ouais. Et on sait que depuis la signature du partenariat pour la paix, la Suisse était sur un strapontin de l'OTAN et qu'elle est en fait, moi j'ai été soldat suisse à l'époque où j'étais à l'armée, et c'était il y a plus de 30 ans. Hein. Et il n'y avait pas de menace qu'on envisageait venant de l'Occident. La seule menace qu'on envisageait, c'était les Rouges. Ah oui, donc la Suisse est neutre diplomatiquement, l'a été, je pense qu'elle ne l'est plus.
Et la Russie s'en méfie. Enfin, la Russie n'a pas donné suite à des tentatives dans ce sens. Je pense que le pays qui serait le mieux à même aujourd'hui, malheureusement, de servir d'intermédiaire, c'est probablement la Turquie. La Turquie continue de vendre des armes à l'Ukraine. Paradoxal. C'est paradoxal. Mais la Suisse est complètement hors jeu. Malheureusement, je suis le premier à le regretter. Je comprends. Et le colonel Beau aussi, je pense. Oui. En tout cas, il va dans votre sens là-dessus. Oui. Lucien. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. L'auditeur arrive. Emmanuel de Pessac. Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour monsieur. Oui, bonjour Emmanuel. Allez-y, soyez simplement bref, pardon de vous dire ça. On est d'accord. Mais voilà, c'est normal, c'est la fin. Il faut savoir que voilà, la réflexion c'est que les États-Unis ont été en guerre quasiment depuis leur existence. Hein. Ils se sont construits sur un génocide et ils ont été 20 ans à peu près sans guerre, si on prend toute l'histoire, depuis leur création. Hein. Donc c'est quand même un pays qui vit sur cette façon de faire. Pas seulement, mais disons. Bon, c'est pas beaucoup, en tout cas, sur l'existence des États-Unis. La Suisse a perdu déjà son autonomie et sa neutralité à partir du moment où les Américains ont cassé le secret bancaire. Ça, c'était aussi quelque chose qui s'est passé bien avant les conflits actuels. Et en fait, moi je pense, et ça je voudrais demander à monsieur Despote, que je suis régulièrement tous les vendredis, justement, si la guerre en Ukraine n'est pas aussi... Alors évidemment, c'est une guerre autant... Russie pour l'instant, mais aussi la crédibilité de l'OTAN sur le fait de protéger ses protectorats, si je puis me permettre. Voilà, c'était la question, parce qu'en fait c'est là que ça se joue, parce que si on se rend compte qu'effectivement les États-Unis n'ont plus la capacité de pouvoir faire ce qu'ils font et protéger et proposer une protection, là ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Hein. Vous savez, un animal blessé, c'est toujours là où il est le plus dangereux. Oui. C'est juste ce que les Alliés attendent des États-Unis, c'est la protection et pas une pureté morale. Nous sommes, nous occidentaux, dans la situation des filles de l'ogre. Vous savez le conte du Petit Poucet. Il y a un ogre qui mange de la chair humaine, mais qui a 6 petites filles qui sont adorables et qu'il nourrit. Et les petites filles sont tellement adorables qu'elles ne se sont jamais posé la question de savoir d'où vient le plat qu'on leur sert. Et nous sommes les filles de l'ogre. Nous avons un papa qui est un mangeur d'hommes, qui a ravagé la planète pendant tout le XXe siècle, mais qui nous a assuré une certaine protection et un certain... Et puis des musiques et des films. Voilà, et ça, moi je suis un grand amateur, dont je suis moi-même le premier grand amateur de la culture américaine. Mais ça a un prix. Et maintenant, nous sommes en train de payer le prix. Et je pense que tout irait bien si le conflit actuel, les conflits actuels n'avaient pas fait la démonstration d'une faille capitale dans le système américain qui est qu'il est militairement inefficace. Et ça, c'est le plus grave. C'est très intéressant, on pourra en parler des heures, on voulait parler de la Chine, on n'aura pas... Entre parenthèses, juste une chose. En 99, on le savait. En 78 jours de bombardement, l'OTAN n'a pas posé le pied d'un seul soldat sur le sol serbe. Pas un seul soldat. Oui, en tout cas, c'est une vraie question. On va en reparler avec vous aussi, Slobodan Despot, parce que malheureusement, la guerre n'est pas finie, loin de là. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, à nous soutenir. Et merci à Slobodan Despot, écrivain, créateur de antipresse.net. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.